Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire. Donc, aujourd'hui, on va aborder la question du TDAH au féminin et les manifestations qu'il peut avoir ainsi que du parcours de vie. Donc, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il reste largement sous-diagnostiqué chez les filles et les femmes. Donc, ce webinaire propose un éclairage sur les spécificités du TDAH au féminin à travers un échange qui va croiser le témoignage d'une personne concernée et l'approche clinique. Donc, on a le plaisir pour cela de recevoir deux intervenantes. Donc, avec nous, on a Sarah Belmas, en tant que personne concernée par le TDAH, qui est autrice et illustratrice et qui parle régulièrement du sujet sur les réseaux sociaux. Donc, Sarah nous témoignera de son parcours de vie en tant que fille et que femme avec un TDAH. On va également recevoir la docteure Dora Winschankr, qui est psychiatre, qui exerce à PsyQ à La Hague aux Pays-Bas. Elle mène également des travaux de recherche à l'Université d'Amsterdam. Et elle apportera donc son regard clinique sur le témoignage de Sarah et elle fera aussi un bref retour historique, abordera la spécificité des symptômes dans les trajectoires féminines et les enjeux d'un repérage précoce, ainsi que les recherches qu'elle fait sur le rôle des hormones. Donc avant de leur donner la parole, je vais vous rappeler le cadre du webinaire. On va d'abord assister à une présentation de 30 minutes de nos deux intervenantes, puis s'en suivra un temps d'échange. Pendant les présentations, on vous demande de bien couper vos micros. Et si vous avez des questions pendant les présentations, vous pouvez les poser à travers le chat ou vous pourrez les poser à la fin des interventions en direct. Ce webinaire, il est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée ensuite sur YouTube, on vous demande de bien vouloir couper vos caméras. Vous pourrez retrouver donc l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. On vous invite à vous abonner à la chaîne et à nos réseaux pour vous tenir au courant de la publication. Sarah, je vous laisse la parole. Bien. Donc, voilà, je suis Sarah Belmas, j'ai 38 ans. J'ai été diagnostiquée TDAH fin 2023, donc à la veille de mes 37 ans. Donc, diagnostic très très tardif. Et la suspicion était venue parce que quand j'étais à l'ESH, j'ai accompagné un élève qui était lui-même TDAH, mais de type inattentif. Sans ça, je n'aurais pas eu de suspicion. Donc, chez moi, en fait, le TDAH, c'est surtout défini par le côté un peu, on va dire, une enfant perchée. Parce que je dirais enfant perché, c'est surtout la tête dans les nuages, quoi. Inattentive, toujours rêveuse. Je sais que à l'école, les instituteurs me disaient toujours, Sarah, quand on lui dit quelque chose, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Sarah devrait redescendre de son petit nuage. Sarah est toujours dans son petit monde. Donc c'était quelque chose qui me caractérisait pas mal. Et déjà quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi on me reprochait ça. Disons que je ne savais pas trop respecter les règles sociales, ce qui fait que je me tenais très très mal à table. Donc mon hyperactivité, c'était surtout dans la mauvaise tenue en fait, hein. J'étais incapable de tenir en place, de rester droite sur la chaise. Et je pouvais toujours être un peu dans ce côté, un peu me faire remarquer, un peu. Alors, dans ma famille, on me disait exubérante. Je sautillais un peu partout, j'étais toujours dans cette expansion, on va dire, assez démesurée des élans de joie, etc. Au niveau comment dire, de l'impulsivité, j'avais pas trop l'occasion de l'exprimer. C'était vraiment surtout inhibé parce que j'ai eu une éducation à la famille qui était très, très, très stricte, très sévère. Donc, il y a eu pas mal de choses qui ont été inhibées. Pour l'hyperactivité, je vais quand même vous donner deux petites anecdotes assez rapides. Je sais que on avait, quand j'étais en CM1, CM2, des petits cours du soir qui étaient facultatifs, hein. Vous pouvez apprendre, par exemple, une langue, donc l'anglais ou l'allemand. Moi, j'avais choisi l'anglais. Et comme il n'y avait pas d'enjeu, en fait, d'engagement, on va dire, scolaire, je ne me comportais pas comme il fallait. Ce qui fait qu'on était tous sur un banc, on était 5-6, et moi, j'étais celle qui se levait, qui rampait par terre, qui faisait la gamine immature, on va dire. Et là encore, je ne voyais pas où était le problème. C'était quelque chose de naturel, plus fort que moi, en fait. C'est vraiment quelque chose de plus fort que moi. Et une autre anecdote, en voyage scolaire, on avait un député qui nous avait fait visiter l'Assemblée nationale. Et puis, au moment du goûter, il y avait un camarade qui était à l'autre bout de la salle qui me dit: Hey, Sarah, tu m'envoies ta madeleine? Et moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris la madeleine, je l'ai balancée à l'autre bout de la pièce, en fait. Voilà. Et je ne voyais pas où était le problème.
Voilà, c'était des petites choses comme ça, mais comment dire? C'était pour la plupart du temps assez inhibé, j'insiste beaucoup là-dessus, par rapport à l'éducation très très rigide que j'avais, parce que je souffrais, on va dire, de violences par le biais de ma mère. Donc, j'avais intérêt à me tenir à carreau. Donc, je me prenais pas mal de coups parce que je n'arrivais pas à réciter mes leçons par cœur, parce qu'au niveau des devoirs, j'avais du mal à comprendre. J'avais du mal, il me fallait du temps pour comprendre les leçons, il me fallait du temps pour respecter les consignes, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui revenait beaucoup à l'école, c'est erreur d'étourderie, non-respect des consignes. Et je remarquais déjà quand j'étais petite qu'il me fallait beaucoup de temps pour comprendre une information. Alors ça, pendant longtemps, j'ai cru que c'était des problèmes de compréhension. C'est plus tard que j'ai compris qu'il y avait des problèmes d'attention et de concentration. Mais pour moi, c'était assimilé déjà à cet âge-là comme des problèmes de compréhension. Euh, J'avais des résultats scolaires donc, qui étaient très moyens et donc j'ai subi du harcèlement scolaire, on va dire, toute la primaire et tout le collège et une partie de mes années lycée parce que j'étais la fille bizarre, celle qu'on ne fréquente pas parce qu'elle n'a pas les codes, parce qu'elle elle fonctionne pas comme tout le monde. Vraiment, le mot bizarre, c'est celui qui ressortait à chaque fois. À l'adolescence, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'essor des TOC. J'ai eu des TOC, donc, qui font partie des comorbidités du TDAH. Donc, j'avais beaucoup de dermatillomanie, de trichotillomanie. Je prenais des petites boules de cheveux, des petites mèches de cheveux, je faisais des boules, et jusqu'à ce que j'arrive pas à les défaire, il fallait que j'arrache. Je me triturais la peau jusqu'au sang. Il y avait aussi des facteurs, on va dire, environnementaux qui n'ont pas aidé, des soucis de famille très graves, des déménagements répétés que j'ai subis des fois en sachant tout au dernier moment, ce qui m'a amené à un comportement, on va dire, voilà, avec ces tocs sur la peau, le triturage de la peau, on va dire, c'était tout le temps, hein, vraiment, à l'adolescence, surtout avec 13-14 ans, c'était quotidien que je me fasse mal, en fait, que je fasse mal à la peau. Et l'hyperactivité, à mon souvenir, elle était à ce moment-là vraiment contenue. C'est, à mon avis, je pense que c'est parce que c'était contenu que ça s'est switché sur le comportement impulsif sur le corps. Il m'avait semblé entendre que des adolescents qui ont un TDAH ont une tendance à la négligence corporelle. Ben, c'était mon cas, par dysmorphophobie. Je me détestais, je rejetais mon corps, donc je ne faisais pas attention. Et puis, par les oublis, par l'inattention, je faisais pas attention, je me brossais pas les dents fréquemment. Là, je le dis, faut être honnête, je ne faisais pas attention au niveau de la douche, je ne faisais pas attention au niveau de me coiffer, de prendre soin de moi. Et ce qui ressortait aussi très très souvent, c'est qu'on me disait que j'étais susceptible. Il y a tout le monde, vous savez, qui est susceptible. Et moi, c'était fréquemment. J'avais constamment ce sentiment d'injustice, un décalage profond avec les autres. Il y avait une part d'immaturité émotionnelle, mais en même temps, une espèce de modestement maturité intellectuelle, parce que je m'intéressais à des choses que les adolescentes de mon âge ne s'intéressaient pas. Donc, j'étais beaucoup plus proche, on va dire, par exemple, de mes enseignants avec qui je prenais beaucoup de plaisir à discuter. Mais les codes de ma génération, de ma jeunesse, je ne les avais pas. Et ce qui ressortait encore une fois, c'est t'es bizarre. T'es bizarre, voilà, t'es bizarre ou t'écoutes pas ce qu'on dit. Ce qui ressortait effectivement encore une fois, c'était on te dit un truc, tu l'as pas retenu, t'écoutes rien, tu manques de volonté, tu le fais exprès. Voilà, souvent c'était tu le fais exprès, ça va te poser problème dans l'avenir, dans le milieu professionnel. Là, c'était surtout les membres de la famille qui me disaient ça. Donc, ce qui s'est passé au niveau scolaire, c'est que j'ai redoublé 2 fois. J'ai eu mon bac de justesse. Et j'ai toujours été seule, donc solitaire. Au début, solitude subie, et puis après, c'est une solitude que j'ai fini par apprécier parce que quand j'avais mes petites hyperfixations, ce que j'appelle des hyperfocus, j'en avais déjà depuis toute petite, ben, ça me monopolisait beaucoup de temps. Donc j'avais mes petits hyperfocus qui étaient des centres d'intérêt qui ne convenaient pas forcément aux autres de mon âge à ce moment-là. Et ça me permettait d'avoir un esprit très créatif. Je dessinais beaucoup, j'écrivais beaucoup, j'ai noirci des pages et des pages. Je pouvais faire passer des soirées, des heures entières à en oublier le reste, à me concentrer sur le dessin, sur l'écriture, sur beaucoup l'imaginaire. Pour arriver à dormir, je passais 2 heures à me faire des scénarios dans la tête. Donc, c'est ce qu'on appelle, je crois, aujourd'hui la rêverie compulsive. Ça, c'est quelque chose qui a fait toute mon adolescence. J'arrivais même à structurer des heures précises où je pouvais m'autoriser à être dans la rêverie permanente. Et je me disais, à certaines tranches horaires, je vais me reconnecter au monde des vivants. Mais ça me permettait de m'échapper un peu du monde parce qu'à l'adolescence, c'est là où je me suis sentie
pas apte à être dans ce monde-là parce que je ne maîtrisais pas les codes, je n'y arrivais pas. J'avais parfaitement intégré que j'étais un problème, que si je n'y arrivais pas, c'est qu'il fallait que ce soit moi qui m'adapte et pas les autres. Et ça a mené aux premières pensées suicidaires. Voilà, donc première pensée suicidaire et des crises d'automutilation qui ont commencé quand j'avais vers 16-17 ans. Et plus tard, donc, à l'âge adulte, je m'étais dit, quand je suis rentrée dans le monde du travail, je me suis dit, bon, tu vas vivre ton expérience. Peut-être que les gens, ils ont raison quand ils te disent, tu verras quand tu seras adulte, les difficultés que tu as, le manque de volonté, etc. Ça partira avec l'expérience. C'est juste que tu n'es pas assez rodé par la vie. Alors que déjà, adolescente, j'avais vécu des choses qui étaient assez dures. Et, ayant eu quelques petites expériences professionnelles, donc au tout début de ma vie adulte, ben, je me suis aperçue que ça ne faisait qu'amplifier mes problèmes d'anxiété, ça ne faisait qu'amplifier mes tocs et ça faisait qu'amplifier mon TDAH. Donc, tous les comportements de maladresse, d'incapacité à suivre les instructions qu'on me donne à l'oral, c'était pas possible. Quand je disais que je n'arrivais pas à retenir une information, même très très simple, qui a été donnée à l'oral, là, pareil, je me prenais, on me disait, mais souvent ce qui ressortait, c'est mais t'es bête ou quoi? C'est pas possible, t'es con ou quoi? Très souvent, c'est ce qui ressortait. Donc, ça n'a fait qu'amplifier. C'est même plus le manque de confiance en soi, c'est la haine de soi. Et à ce moment-là, bah, il y a un repli qui a été plus prononcé quand je suis rentrée donc, du coup, dans le monde adulte. Vers 25 ans, j'ai fait des recherches sur troubles de la compréhension. Je ne trouvais rien sur le sujet. Je tombais sur des articles qui me parlaient du TDAH, mais sans m'y reconnaître dedans, parce que là, encore une fois, quand il y a des termes techniques, je ne les comprends pas. En tant que TDAH, les termes techniques, je ne les comprends pas. Il me faut du factuel, il me faut du visuel. Et c'est vrai que là, ces termes-là, très cliniques, je n'arrivais pas à me reconnaître dedans. Donc, quand j'étais adulte, donc, j'ai monumentalement raté mes études parce que je suis rentrée à la fac. Et la fac, quand vous êtes en totale autonomie, ben, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et c'était paradoxal parce qu'il y avait un cadre de liberté, il n'y avait pas de pression. Et ça me faisait du bien dans le sens où j'avais cette liberté, et c'est ce qui est toujours ressorti, c'est ce besoin de liberté, de ne pas être enchaîné à quelque chose, parce qu'il y avait déjà cette inconstance de je m'attache à quelque chose de nouveau, mais après je me lasse vite et je veux passer à autre chose. Et la fac, c'était vraiment le côté on est totalement libre, mais c'est, on va dire, le bien pour le mal, puisque je n'avais pas de cadre en fait. Et j'ai vite décroché. Ce qui fait que j'ai enchaîné quelques boulots qui sont restés assez précaires et qui ont mis ma santé mentale très, très à mal. Et ce qui a été le déclic, en fait, pour arriver au diagnostic du TDAH, donc c'est quand j'ai été à ESH et que j'ai accompagné cet adolescent qui lui-même a le TDAH de type inattentif. Et il y a aussi eu ben, les confinements. Et les confinements, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu un mécanisme de décompensation, en fait, qui fait que bah, là, plus de filtres, plus de filtres. Et quand on est dans une situation de détresse totale, ben, c'est là qu'on se prend tous les symptômes à la figure, en fait. Donc, incapacité de me tenir en place pour être attentif à ne serait-ce que 10 minutes où on voit le collègue qui explique aux élèves ce qu'il faut faire et vous, vous êtes debout, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de partir de la salle. L'impulsivité qui se met à sortir de manière un petit peu plus immédiate, elle est plus contenue. Euh, voilà, donc tout ça a fait que c'est sorti à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai fait des démarches pour, comment dire ça, un diagnostic en lien avec mes tics, parce que j'ai des tics depuis toute petite. Et il s'est avéré que bah, l'année 2023, tout s'est enchaîné. J'ai vu un neurologue qui m'a confirmé que j'avais un syndrome de Tourette, alors que ça ne correspond pas aux clichés que les médias s'en font. Et à partir de ce moment-là, puisqu'il y avait le syndrome de Tourette, j'ai vu que le TDAH faisant partie des comorbidités, c'est là que je me suis autorisée à aller voir donc un psychiatre spécialisé pour faire le diagnostic. Les démarches ont été très très longues, très périlleuses. J'ai tout géré toute seule, vraiment toute seule. Personne ne m'a aidée, personne dans la famille, aucun ami, rien. C'est quelque chose que j'ai fait toute seule de moi-même. Et une fois que le diagnostic a été fait, l'urgence a été immédiate pour moi d'en parler à travers le dessin. Et c'est comme ça que je me suis décidée à faire des petits strips BD via mon compte Instagram, qui de fil en aiguille sont changés en une bande dessinée que j'ai auto-éditée en fait pour témoigner de mon TDAH et de faire de la vulgarisation autour du TDAH. Je précise que je fais une page de préface où je dis que je ne me substitue pas à un professionnel et que mon témoignage est subjectif et que cette BD, elle est faite surtout pour aider les gens à avoir au moins une petite idée de ce que ça peut être le TDAH et que ça puisse aider
à se lancer dans un éventuel diagnostic. Euh, pour finir, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai remarqué que l'hyperactivité physique dans le TDAH, elle n'est pas propre aux garçons. Ça l'est aussi pour les petites filles. Dans mon cas, je l'ai eu aussi. Elle a été inhibée parce que je n'ai pas eu le choix. Mon éducation familiale et sociétale me l'a imposée. J'ai une grande sœur qui n'a pas eu de diagnostic officiel, mais elle a tous les signes du TDAH et elle, c'est un garçon manqué. Elle fait du sport à l'excès. Et donc, c'est clair que chez elle, l'hyperactivité, c'est plus, plus, plus. J'ai deux, trois amis masculins qui, eux-mêmes, ont ce TDAH de type inattentif, rêveur. Voilà. Donc ça, je voulais beaucoup insister là-dessus. Et voilà. Donc, ça me semblait aussi vraiment important de dire que le TDAH chez les femmes est beaucoup invisibilisé par rapport à ça. Et j'ai remarqué une petite dernière chose, que, on a quelque chose en commun, c'est d'avoir, quand on est une femme, d'avoir des problèmes au niveau hormonal. Moi, dans mon cas, c'est un dérèglement de thyroïde. J'ai découvert cette année que j'avais la maladie d'Hashimoto, ce qui fait que les symptômes avec cette maladie les symptômes du TDAH sont amplifiés et que j'ai aussi un syndrome prémenstruel, je l'ai négligé toute ma vie, un syndrome prémenstruel qui exacerbe les symptômes du TDAH en fait. Et pendant les règles, c'est juste atroce. Le médicament ne fonctionne d'ailleurs, le méthylphénidate ne fonctionne pas pendant les règles. Donc là aussi, c'est syndrome dépressif, tout ce qui va avec pendant la période menstruelle. Voilà. Voilà le petit calvaire en gros de ce que moi je peux subir en tant que personne, voilà, en tant Merci que beaucoup, personne adulte. Sarah. Est-ce que tu aurais ta BD juste pour nous montrer? Alors, pour montrer la petite couverture de la BD, donc c'est Journal d'une TDAHieuse, Super. auto-édité. J'ai envoyé le Ouais. lien dans le chat pour ceux qui seraient intéressés. Maintenant, je passe la parole à Dora Winshank. Merci beaucoup. Ok, je vais partager mon écran. Vous voyez ça en plein là? C'est bon? Oui, c'est tout bon, on voit. Excellent. Alors, d'abord, un grand merci pour cet honneur de vous adresser depuis La Haye, aux Pays-Bas. Je suis Dora Winchang, je suis psychiatre, je travaille dans la recherche et à la clinique avec des hommes et des femmes TDAH, mais à peu près 60% de nos patients sont des femmes. Et aujourd'hui, on va parcourir ce qu'il y a de neuf pour les filles et les femmes. Voilà, pour changer. Alors, mes conflits d'intérêts. Récemment, j'ai lancé avec ma collègue Sandra Coy un site de web qui s'appelle ADHD Power Bank. Et c'est un site où on peut trouver des vidéos, des courtes vidéos sur plusieurs aspects du TDAH en anglais et en français. Aujourd'hui, je veux souligner l'aspect de la créativité des femmes TDAH. Je vais également vous montrer pas mal d'art, des œuvres d'art dans ma présentation. Alors, ça c'est notre site. Alors, aujourd'hui, nous allons d'abord aborder une première question. Est-ce que les symptômes sont différents à tous les âges, chez les garçons et les filles? Et deuxièmement, le rôle que jouent les hormones. Et on a déjà entendu un tout petit peu parler de ça de Sarah. Et comme elle a bien dit, le TDAH a longtemps été considéré comme un trouble de garçon. Et c'est d'après la recherche, mais également la description des symptômes, il y a malheureusement un nombre limité d'études qui s'est intéressé aux filles et aux femmes. Pourquoi est-ce que les filles TDAH sont sous-diagnostiquées? Et beaucoup de personnes féminines TDAH reçoivent comme Sarah le diagnostic à l'âge adulte. D'abord, il y a le biais des médecins généralistes qui pensent seulement reconnaître le TDAH chez un garçon agité. Deuxièmement, donc, les filles ont plutôt de type inattentif, mais si elles ont une hyperactivité, ça présente un peu différemment, donc c'est plutôt intériorisé et c'est une agitation intérieure. Et troisièmement, il y a beaucoup de comorbidités, donc il y a des problèmes qui vivent à côté du TDAH, comme la dépression, l'anxiété, le trouble dysphorique prémenstruel, comme Sarah a mentionné, des problèmes d'alimentation, et c'est ça plutôt qui reçoit un diagnostic et pas le TDAH. Souvent, les filles peuvent compenser par un QI élevé ou de l'échafaudage, donc une structure externe
elles masquent leurs symptômes, elles développent un style d'adaptation perfectionniste, donc elles essaient toujours de faire de leur mieux, mais malheureusement, ça peut mener au burn-out. Donc, ça exige énormément d'efforts. Alors, est-ce que les filles et les garçons ont des symptômes différents et pareils à l'âge adulte? C'est une question que nous sommes toujours en train de rechercher. Alors, la toute petite fille TDAH, d'après les études cliniques, il y a plus du type inattentif, donc elles sont manquées. Et si elles ont une hyperactivité, c'est généralement moins sévère que les garçons. Mais les résultats sont quand même mixtes. La petite fille TDAH inattentive est celle qui oublie et égare ses affaires, fait des fautes d'étourderie, comme Sarah a mentionné. Elle peut finir ses devoirs, mais ça prend beaucoup trop longtemps et beaucoup trop d'efforts. Elle se laisse facilement distraire et n'est pas efficace dans son travail et ses études. Elle semble bien travailler, mais ses résultats ne correspondent pas à son QI et à son potentiel. En plus, elle peut avoir un niveau de compréhension de la lecture faible, mais elle peut avoir ces moments d'hyperfocus, comme a dit Sarah, donc elle peut se concentrer sur des choses qui la passionnent. Et également, les filles TDAH ont plus de chances de développer ce qu'on appelle un TDAH masqué. Donc, elles compensent, elles cachent leurs symptômes et souvent, on les reconnaît pas. Également très important, et ce qui n'est pas mentionné dans les critères de DSM, est la labilité émotionnelle, des sautes d'humeur énormes. La fille TDAH qui est hyperactive, elle est, comme la sœur de Sarah, décrite comme un garçon manqué, donc beaucoup d'énergie. Elle passe son hyperactivité en s'impliquant dans le sport jusqu'au point qu'elle s'inflige des blessures, par exemple. Elle a également une impulsivité verbale, elle ne peut pas s'arrêter de parler. Ça peut causer des problèmes sociaux. Alors, dans les relations sociales, on a des difficultés dans les relations amicales. Elle n'arrive pas à lire les codes sociaux, elle n'arrive pas à suivre les conversations parce qu'elle est distraite, elle est dans les nuages, elle est très inattentive. Et malheureusement, elle est taquinée, elle est rejetée par son entourage et ça peut mener à une dépression ou à l'anxiété. Alors, il y a des différences de présentation chez les filles, différentes par rapport aux garçons. Le diagnostic est souvent plus difficile. Il y a plus du type d'inattention, de rêverie et des symptômes intériorisés comme l'anxiété et la dépression. Puis, si nous passons à l'âge adolescente du TDAH, alors les adolescentes TDAH parcourent des problèmes et des risques très graves si elles ne sont pas traitées ou prises en charge. Il y a ce risque accru de problèmes dans les relations, d'automutilation sous différentes formes, des infections sexuellement transmises à la suite de relations sexuelles non protégées, des grossesses involontaires et certaines caractéristiques comme la timidité, donc l'anxiété ou bien l'impulsivité sont considérées comme des traits de personnalité plutôt que des symptômes. Il y a beaucoup d'adolescentes TDAH qui reçoivent le label de trouble de la personnalité borderline. Bien sûr que ça peut coexister, mais il y a certaines où on prend le TDAH en charge, les traits de borderline disparaissent. Alors, cette adolescente TDAH a un taux de dépression et d'anxiété plus élevé. Et finalement, on arrive à l'âge adulte. Et les femmes peuvent présenter à la fois des symptômes d'inattention, mais également d'hyperactivité et impulsivité. En général, la gravité des symptômes est plus faible chez les femmes que chez les hommes, et surtout
par rapport à l'hyperactivité et l'impulsivité. Mais les femmes dans notre société sexiste ont des rôles multiples. Donc, si on a un TDAH non pris en charge, on trouve que sa vie est incontrôlable ou chaotique. Souvent, on éprouve des échecs. Des tâches quotidiennes peuvent sembler énormes. Et voilà une déesse indienne, vous voyez plusieurs tâches, plusieurs rôles multiples pour cette femme. Donc, on dit que ces femmes sont désorganisées, on les blâme, mais ça cause donc une détresse psychologique, une pauvre estime de soi et un stress chronique. C'est pas toujours visible. Certaines femmes professionnelles peuvent avoir des assistantes ou des secrétaires qui prennent charge de l'administration ou peut-être une conjointe ou conjoint qui compense. Mais ces femmes-là sont dans la minorité. Je vais passer maintenant au cycle ovarien, donc le cycle menstruel. Il y a deux parties. Les premières 2 semaines du mois, ce sont la phase folliculaire où l'ovocyte mûrissent. Au jour 14 à peu près, il y a l'ovulation et puis on a la phase lutéale, la deuxième partie où la progestérone est dominante. Dans les premières 2 semaines, c'est plutôt les estrogènes qui dominent et juste avant l'ovulation, on a dans la courbe rouge, on voit un plus faible taux d'estrogène. Voilà. Alors, et puis très faible avant la menstruation. Voilà, vous voyez, le moment de l'ovulation de l'ovaire. Alors, les femmes TDAH rapportent des changements d'humeur sévères, également que leur TDAH s'aggrave dans la semaine avant les règles, avec des symptômes d'inattention, impulsivité, mais également de l'irritation, la colère. Elles peuvent même être poussées aux idées suicidaires. Et ce qui est horrible pour ces femmes, c'est que ces symptômes reviennent chaque mois, chaque cycle. Donc, c'est vraiment une semaine du danger avant les menstruations. Alors, nous avons fait une étude de 209 femmes consécutives entre les 18 et 71 ans à notre clinique et on a cherché est-ce qu'elles ont plus de symptômes de troubles dysphoriques prémenstruels, c'est-à-dire une forme aggravée du syndrome prémenstruel. Et évidemment, on a trouvé qu'il y avait 46% de ces femmes qui avaient ce trouble par rapport à 29% de la population générale. Donc les femmes TDAH parcourent un risque d'avoir de la dépression, de l'irritation, plus des symptômes physiques avant leurs règles. Également une aggravation de leur TDAH. Alors, nos patientes nous racontent qu'avant leurs règles, leurs médicaments semblent ne plus bien marcher. Et c'est ce que Sarah vous a dit. Alors, nous avons également décrit et étudié 9 femmes consécutives dans notre clinique, âgées entre les 24 et 48 ans, qui avaient à la fois un TDAH et ces symptômes de troubles dysphoriques prémenstruels. Nous avons augmenté la dose de leurs psychostimulants pendant la semaine prémenstruelle et nous avons décrit ce qu'on a trouvé. Et on a publié cette étude en décembre 23. Alors, c'était des femmes complexes parce que nous voyons des femmes très complexes avec plusieurs comorbidités. Elles avaient certaines un trouble du spectre de l'autisme, une anxiété, des problèmes de sommeil, des problèmes de consommation d'alcool, des troubles de panique, dépression, même le syndrome des jambes sans repos. On a augmenté la dose entre 30 et 50%, donc pour une femme par exemple qui prenait 54 mg de méthylphénidate, on a augmenté jusqu'à 27 mg pendant cette période prémenstruelle. Mais on a aussi d'autres médicaments qu'on peut utiliser aux Pays-Bas. On avait 4 sortes de médicaments parmi ces 9 femmes. Et nos résultats étaient une amélioration des symptômes du TDAH avec une inattention, irritabilité et niveau d'énergie améliorés par ce médicament.
Même les symptômes de l'humeur, celles qui avaient des symptômes somatiques dans le corps, donc les seins tendres ou une sensation d'être gonflé dans le ventre, alors ça, elles pouvaient mieux gérer leurs symptômes. Les effets indésirables de cette augmentation de dose étaient minimaux et toutes les femmes ont choisi de continuer et on les a suivies pendant 2 ans, certaines. Alors, je vais brièvement mentionner ce qui se passe avec les femmes pendant la période postnatale, après qu'elles donnent naissance. Alors, dans la même étude de 209 femmes, on a regardé s'il y avait plus d'épisodes de dépression postpartum. Et d'ailleurs, oui, on a trouvé que la majorité des femmes dans notre étude TDAH avait une indication de dépression postpartum, 57% par rapport à peu près maximum 19% des femmes de la population générale. Un troisième moment de la vie où on a regardé, c'était la périménopause. C'est une période qui mène jusqu'à la ménopause. Ça peut durer entre 2 et 10 ans. Et on a posé la question, est-ce que les femmes TDAH ont plus de symptômes de périménopause? Et en fait, on a trouvé un taille d'effet 3,71. Donc, ces femmes avaient plus de scores d'anxiété, de dépression, des symptômes vasomoteurs, c'est-à-dire des palpitations, des bouffées de chaleur, des maux de tête, de l'insomnie et de dysfonctionnement sexuel que les femmes de la population générale. Donc, comment est-ce qu'on explique qu'à ces 3 moments de la vie d'une femme, avant les règles, après donner naissance et pendant la périménopause, elles ont de problèmes d'humeur et de TDAH qui sont empirés? Nous savons qu'un faible taux de dopamine est lié au TDAH et nous savons que la dopamine encourage la neurotransmission et aide les femmes à se focaliser. Donc, si on a un TDAH, on a moins de dopamine. Également, l'œstrogène est très important pour la neurotransmission de la dopamine et si le taux d'œstradiol ou d'œstrogène est faible, on a moins de dopamine. Donc, ça se renforce mutuellement et il y a des effets graves sur l'humeur, donc moins d'œstrogène, plus de dépression, mais également ça augmente la sévérité du TDAH. Alors ça, c'est un petit raccourci pour vous parler de nos études. Je vais également vous mentionner que vous avez encore 14 jours, si vous parlez anglais, à compléter une enquête que nous menons. Et puis, je vais vous envoyer le lien. C'est une enquête sur le TDAH chez les femmes. Toute femme peut remplir cette enquête. En ce moment, c'est en anglais. Et nous voulons voir, d'après les femmes elles-mêmes, d'où est-ce qu'elles éprouvent des problèmes dans leur vie quotidienne. Donc, c'est-à-dire, on regarde l'influence des hormones, mais on voit également la santé générale, par exemple le cancer, le sommeil, les relations intimes, l'éducation, problèmes au travail. Donc c'est une enquête assez large où nous espérons avoir beaucoup d'informations. Et pour terminer, je vous remercie pour votre attention et je vous montre ici mon équipe sans laquelle je n'aurais pas pu présenter mes recherches. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis très heureuse d'essayer de répondre. Merci beaucoup, Sarah et Dora, pour vos interventions. Donc, c'est maintenant le moment des questions. Si une personne souhaite prendre la parole, elle peut ouvrir son micro. Je vois Morgane Laurent. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je vais peut-être mettre la vidéo. Euh, J'aurais une question par rapport à ce que vous venez de dire sur la période de la périménopause, ménopause, où vous dites que le fait d'avoir des taux bas en oestrogène renforce les symptômes de TDAH avec l'effet de moins de dopamine. Est-ce que ça veut dire que les femmes qui prennent des compléments en oestrogène à la ménopause et qui ont un TDAH devraient en prendre plus? Ou qu'est-ce que vous pensez?
Ok, donc c'est une question intéressante. D'abord, j'ai simplifié un petit peu. C'est pas exactement le taux, c'est partiellement le taux d'estrogène, mais c'est également des changements dans le niveau d'estrogène. Donc, les femmes TDAH, nous pensons, sont plus sensibles à des chutes d'estrogène, à des changements de niveau. Donc, ça, c'est la première chose. C'est à ces moments de transition où on avait de l'estrogène, par exemple, après avoir donné naissance, il y a une chute d'à peu près presque 10 000 fois l'estrogène après avoir donné naissance. C'est vraiment des changements qui sont importants. Ça ne sert pas vraiment à mesurer les hormones dans le sang, mais si une femme n'a pas de facteur de risque pour prendre des hormones, nous, à notre clinique maintenant, nous les psychiatres, nous prescrivons des hormones pour les femmes qui sont en périménopause parce que nous savons que ça aide énormément avec les troubles de sommeil. Et une majorité de femmes et d'hommes d'ailleurs qui ont un TDAH ont également des troubles de sommeil. Donc, ça améliore le sommeil, ça améliore également ce qu'on appelle le brouillard cérébral. Donc, il y a beaucoup de femmes, je n'ai pas mentionné ça aujourd'hui, mais il y a beaucoup de femmes qui reçoivent leur diagnostic de TDAH seulement quand elles rentrent en périménopause, parce qu'elles ont pu peut-être compenser toute leur vie, mais arrive la périménopause et ça ne marche, les stratégies de compensation ne marchent plus parce qu'elles ont cette chute d'œstrogène, elles ont un brouillard cérébral, elles oublient tout, elles ont des mauvaises nuits, des nuits blanches, etc. Donc, elles reçoivent le diagnostic à ce moment-là. Mais les hormones aident également peut-être à retarder la démence, aident les os et aident donc contre l'ostéoporose. Et les hormones aident pour garder une santé cardiovasculaire. Donc, la cause numéro 1 de décès de femmes après la périménopause, ce sont des crises cardiaques. Et ce que nous savons, plus que le cancer du sein, et ce que nous savons, c'est que si on prend ces hormones, on a des bénéfices sur le plan cardiovasculaire. Donc, bien sûr, il y a certaines femmes qui ne peuvent pas prendre des hormones, mais en général, je parle ici de hormones bioidentiques, donc ce sont des hormones naturelles. On les donne par la peau, donc pas par comprimé, donc ça diminue la chance d'avoir un problème de coagulation du sang si ça ne passe pas par le foie. Donc, en général, nous avons, je m'excuse que je vous donne une réponse si longue, mais c'est un sujet qui me passionne. Nous avons formé aux Pays-Bas une collaboration avec gynécologues, cardiologues et psychiatres où nous travaillons ensemble pour aider des femmes à chaque moment de leur vie et surtout dans la partie prévention. Alors, Merci. si quelqu'un d'autre a une question, sinon je vais lire les questions du chat. Donc, nous avons notamment la question, en dehors des médicaments, quelle prise en charge fonctionne le mieux? Est-ce que c'est une question pour moi ou pour Sarah? Peut-être qu'elle peut parler de son expérience. Oui, ça peut être pour vous deux. Alors, donc la question c'est... Alors, redis la question. Pas de problème. C'est en dehors des médicaments, quelle prise en charge fonctionne le mieux? Est-ce que du coup, toi, tu as expérimenté des prises en charge qui ont pu t'aider? Alors, pendant 3 ans, j'ai fait de la thérapie comportementale et cognitive. Ça aide justement à, comment dire ça, à ne pas se faire avoir avec les fameux biais de distorsion ou quand, par exemple, vous avez un petit conflit avec quelqu'un et vous vous dites, bah, c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, on est en mode super anxieux parce qu'on s'est dit que c'est ta faute et que là, ça exacerbe l'anxiété. Donc, ça aide un petit peu de ce côté-là, mais moi, dans mon cas de figure, je ne dirais pas que la thérapie elle a été super efficace. Après, là, ça n'engage que moi, hein, vraiment. Ce que je dis, il ne faut pas que ça dissuade les gens de faire de TCC parce que c'est vraiment quelque chose que je recommanderais. Mais sincèrement, pour ma part, ce qui aide, c'est beaucoup de médicaments. Et je pense sincèrement, c'est un avis subjectif et personnel, je pense sincèrement que ce qui peut aider pour le TDAH, c'est que l'entourage soit extrêmement délicat
vraiment conscients de comment fonctionne le TDAH et coopèrent au maximum pour rendre le quotidien le moins dur possible. Ça, c'est vraiment le facteur personnel qui est indispensable. Je dis ça parce que j'ai la chance d'avoir un compagnon qui, de ce côté-là, est tout à fait conscient sur le sujet, lui-même étant neuroatypique. Donc, ça aide beaucoup à faire en sorte que le TDAH soit le moins invivable possible. Voilà, c'est vraiment ce que je dirais de ce côté-là. Ok, merci beaucoup, Sarah. Alors, dans notre clinique également, nous avons une majorité de psychologues et des médecins, mais on offre une prise en charge psychologique pour tous les patients et la majorité choisissent d'avoir cette combinaison de médicaments plus psychothérapie. Bien sûr, on commence avec une psychoéducation. Donc, on enseigne qu'est-ce que c'est que le TDAH et spécifiquement qu'est-ce qui se passe chez les femmes. Il est également important de voir qu'est-ce qui coexiste avec le TDAH. Donc, si on a une dépression sévère ou on a un trouble de sommeil très sévère et on ne le traite pas, on a une chance que le traitement du TDAH ne va pas marcher. Donc, nous soignons toujours les comorbidités. Nous donnons et nous prêtons attention à l'estime de soi, également, oui, également une thérapie cognitive et comportementale. Nous avons commencé récemment à regarder la santé physique parce que nous savons que les personnes TDAH ont plus de chances d'avoir de l'obésité et une mode de vie moins saine, plus de chances, 30% plus de chances si elles ne sont pas prises en charge d'avoir un problème cardiaque. Donc nous pensons que la santé physique avec le sommeil, l'alimentation et bien pouvoir s'exercer, bouger, etc., ce sont très importants et également bien sûr la consommation de substances. Donc, notre approche est vraiment multidisciplinaire. Donc, je suis pour ça également, bien sûr, une prise en charge psychologique. Alors, une autre question. Comment adapter la médication, notamment en périménopause et ménopause? Alors, c'est une question intéressante. Il y a très peu d'études là-dessus. Donc, nous voulons mieux le connaître. Je peux vous dire qu'il y a 2 études aux États-Unis où on a utilisé 2 médicaments différents, l'atamoxétine et la lisdexamphétamine, pour des femmes qui étaient périménopausales, qui n'avaient pas de TDAH. Donc, ce sont des femmes qui se plaignent de trous de mémoire, qui ont un brouillard cérébral. Elles n'ont pas le diagnostic TDAH et ces 2 médicaments qui sont conçus pour le TDAH ont bien aidé ces femmes. Donc nous pensons que c'est un rôle important, mais ce qu'on fait en général, c'est que si la prise en charge médicamentale ne marche pas suffisamment, et c'est une femme en périménopause, en général on ajoute les hormones et souvent ça aide vraiment bien. Il y a certains cas où nous ajoutons également de la testostérone, donc non seulement la progestérone et l'estrogène, mais en travaillant avec un gynécologue, des doses très, très basses de testostérone. Et ça aide très bien. Alors, une autre question. Parmi les différentes formes de méthylphénidate, est-ce qu'il y en a des plus recommandées ou plus efficaces chez les femmes adultes en particulier? Alors, non, il y a de différentes formes également. Il y a des méthylphénidates à courte durée. Chez les adultes, ça dure entre 2 à 3 heures, peut-être 4 heures. Il y a de la méthylphénidate qui est combinaison de courte durée et longue durée, et ça c'est peut-être 6 heures. Et puis il y a dans le genre de longue durée Concerta qui dure entre 8 et 12 heures. Chez nous, nous adaptons le traitement par rapport à l'expérience et des effets très personnalisés. Donc certaines personnes aiment bien prendre plusieurs fois par jour un médicament à courte durée. Il y a d'autres qui oublient de le reprendre à plusieurs reprises, donc elles préfèrent
quelque chose qui est plus continu. Il y a certaines personnes qui disent ça ne dure jamais 8 heures pour moi. Donc, moi, je dois prendre un médicament 2 fois par jour ou même 3 fois par jour, mais il est de longue durée. Donc, avec la personne, nous trouvons un horaire qui passe à la personne même. Et il n'y a pas de... C'est vraiment, comme j'ai dit, une prise en charge très personnalisée. Mais je ne sais pas si Sarah peut-être veut parler de ses expériences avec les médicaments. Alors, effectivement, c'est intéressant parce que moi, pour ma part, je prends la Ritaline en libération prolongée. Donc, effectivement, je la prends 3 fois par jour. Alors, par chance, comme je suis assez rigoureuse sur la ponctualité, j'arrive à le prendre. J'arrive à la prendre, je peux l'oublier, effectivement. Et je m'aperçois, d'ailleurs, je vais m'entretenir avec mon psychiatre à ce sujet, que la libération prolongée, ben, ça ne dure pas forcément 4, 5, 6 heures. Je sens que c'est vraiment efficace sur 2 heures. 2 heures minimum, 3 heures maximum, et je sens bien de toute manière que les symptômes du TDAH reviennent en force après peu de temps en fait. Donc là, de ce côté-là, je sens que au tout début en fait du traitement, les premiers mois, parce que ça va faire 1 an et demi maintenant que je le prends, donc là, je commence à ressentir un peu la limitation. Ça fonctionne toujours, hein. Mais je pense effectivement, puisque vous parliez du Concerta, docteur, ça fait effectivement partie comment dire ça, de ce que j'ai envie de parler avec mon psychiatre, parce que je pense, au vu de tout ce qui est dit sur le Concerta, que ce serait effectivement le traitement qu'il me faudrait davantage que la Ritaline. Alors, une autre question. Pouvez-vous préciser ce qu'est le syndrome de Gilles de la Tourette? J'ai 58 ans et je pense faire un diagnostic car je me reconnais. Merci. Allez-y, Sarah. Alors, comment dire, de ce que je connais, quand j'ai vu mon neurologue, c'est pour résumer de manière très très simple. Pour avoir le syndrome de Tourette, il faut plusieurs conditions. C'est avoir plusieurs tics moteurs et au moins un tic vocal depuis, il me semble que c'est plus de 6 mois. Pour moi, c'est réglé, c'est depuis toute petite. C'est depuis toute petite et tous les jours, je n'ai pas eu un seul jour de ma vie sans tic. Vraiment. Donc plusieurs tics moteurs. Donc dans mon cas, alors il y en a peut-être certains qui ne se voient pas, je cligne énormément des yeux. Je contracte le nez, l'arête du nez qui est contractée aussi. Je contracte beaucoup les muscles du cou. Tout ça, c'est ce que je dis, c'est vraiment depuis toute petite. Voilà, comme ça, des fois, des mouvements d'épaule qui arrivent, ils sont moins fréquents, et je renifle. Voilà, donc le tic vocal, c'est le reniflement. J'en avais un autre quand j'étais adolescente qui revient de manière irrégulière, c'est de se racler la gorge. Donc quand j'avais 13 ans, c'était des tout le temps. Ça m'arrive encore de l'avoir, mais ça reste occasionnel. Et donc voilà, la condition, c'est plusieurs tics moteurs et au moins un tic vocal depuis plus de 6 mois, plus d'un an. Donc si vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là, on va dire depuis toujours, c'est là qu'il faut penser peut-être à consulter. Et j'insiste énormément parce que ça, c'est ce qui m'a fait être dans l'errance aussi de ce côté-là pendant des années, c'est que le syndrome de Tourette qu'on montre dans les médias, où vous avez la coprolalie, donc la personne qui va lâcher des gros mots, ou qui va avoir des tics très très sévères, des tics moteurs très impressionnants, ça représente un petit pourcentage, je ne sais pas lequel, mais un petit pourcentage de la réalité des gens qui ont le syndrome de Tourette. Donc moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait énormément de personnes qui aient le syndrome de Tourette sans le savoir. Voilà. Et j'insiste, ce n'est pas des tics nerveux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est des tics nerveux, tu peux contrôler. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Prends du magnésium, tu vas voir, ça va aller mieux. Mais non, non. Et c'est des tics qui arrivent tout le temps. J'insiste aussi là-dessus, c'est important aussi de reconnaître ça. C'est des tics que vous avez quand vous êtes stressé, quand vous êtes fatigué, et même quand vous êtes super content. Donc, quand vous êtes de bonne humeur, vous êtes super, voilà, voilà, vous avez des tics en cascade. Et il y a des périodes aussi où c'est moi ce que j'appelle des crises de tics, où ils vont être beaucoup plus amplifiés, on va dire, à des moments clés, peut-être parce qu'on est trop fatigué ou qu'on est trop émotionnel. Et dernière petite chose, le traitement pour le TDAH peut amplifier les tics dans le cas de Tourette's. À titre personnel, mais qui n'engage que moi, j'ai pas eu d'amplification de mes tics. Ils sont restés stables. Voilà. Est-ce qu'on prend une autre question? Alors, savez-vous s'il existe des structures en France qui proposeraient une prise en charge multiple comme celle décrite par Dora? Alors, est-ce que la question, elle est pour le docteur ou c'est pour... Pour vous deux. Est-ce que Oh là vous là. avez connaissance éventuellement en France? Oui. Euh, Des structures qui peuvent aider pour faire un diagnostic?
Une prise en charge complète. Prise en charge complète. J'ai rencontré un groupe dans la banlieue parisienne qui ont une clinique comme la nôtre, et c'est possible qu'il y a d'autres endroits en France. Je peux peut-être le rechercher et puis envoyer un message à Lucille à la fin de cette présentation. Mais je sais qu'il y a un groupe à Paris. Et pour le reste, je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui se passent à Montpellier. Donc, je pense que c'est un pôle multidisciplinaire également. Et j'ai des très bons collègues à Bordeaux avec le professeur Bouvard également. Je pense qu'ils ont cette prise en charge multidisciplinaire. Ouais. Et peut-être Sarah a plus de connaissances sur le territoire. Alors, malheureusement, non. Moi, ce que j'avais fait pour mes démarches, c'est que j'ai lu énormément de témoignages et que ce qui le ressortait le plus souvent, c'est de ne pas hésiter de se tourner vers, pour le diagnostic, donc vers un psychiatre qui est spécialisé, idéalement spécialisé sur le TDAH, pour être sûr de ne pas se confronter éventuellement à un professionnel qui aurait peut-être du mal à comprendre le fonctionnement du TDAH. Et je sais que ce qui est bien aussi, en plus du diagnostic par le psychiatre, c'est de passer par un bilan neuropsy. Ça me semble important. D'ailleurs, je vais par ailleurs moi aussi le faire dès la semaine prochaine pour que ça complète au maximum, on va dire, la démarche. Ensuite, pour le reste, voilà, c'est là où s'arrêtent mes connaissances. Euh, Avez-vous des informations entre les comorbidités entre TDAH et syndrome des ovaires polykystiques? Oui, alors les femmes qui ont un TDAH ont plus de chances d'avoir un enfant qui aura une fille qui aura les ovaires polykystiques. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de rechercher en ce moment avec notre enquête également. Également l'endométriose, il y a une plus haute prévalence chez les femmes TDAH. Donc il y a plusieurs problèmes endocrinologiques, donc c'est-à-dire hormonales, qui sont plus prévalents chez les femmes. Et d'ailleurs, nous venons de publier un article où il y a eu, où on souligne les problèmes les plus courants chez les femmes à tous les âges sur le plan hormonal. Et nous avons pour cet article collaboré avec des gynécologues. Donc, je vais envoyer cela à Lucille à la fin de ma présentation et vous pourriez lire l'article. C'est avec toutes les recherches les plus récentes et là où on doit faire plus de recherches parce que bien sûr, on est vraiment au début de ce trajet de connaissances. Alors, sans doute une dernière question. Je redemande juste aux personnes qui sont présentes s'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer, poser une question. Non, je ne vois pas de main levée. Alors, dans ce cas, la dernière question est, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les hormones naturelles utilisées? Ok. Donc, il y a deux. Il y a l'estrogène, l'estradiol. Donc, on peut l'avoir par un petit pansement plastifié qu'on met sur la peau. Et ça s'appelle, le nom est Systène. Ou bien, il y a des sprays également. Et Lenzetto est le nom du spray. Donc ça, c'est pour, je vais vous mettre dans le chat, ça c'est pour l'estradiol. Et puis pour la progestérone, on a quelque chose qui s'appelle l'utrogeston. Et ça, c'est une capsule qu'on prend la nuit. Et c'est de la progestérone. Je suis en train de taper et de parler en même temps. C'est une capsule qu'on prend le soir. Une des métabolites de la progestérone s'appelle l'allopregnanolone. Et l'allopregnanolone agit sur le système de neurotransmetteurs de GABA. Je ne sais pas si vous connaissez les benzodiazépines, l'alcool. GABA est le système neurochimique qui gère l'anxiété. Donc, si on prend de la progestérone le soir, on dort mieux, et 2, on a moins d'anxiété, on est plus paisible. Et troisièmement, bien sûr, pour les femmes qui ont un utérus,
ça protège l'utérus contre les actions d'estrogène sans cesse, parce qu'on court un petit risque, si on a de l'estrogène sans progestérone, de peut-être pouvoir développer un cancer de l'utérus. Donc ça, on ne veut pas. Donc c'est toujours important d'avoir les deux. Une combinaison d'estrogène et ouais, estrogène et estradiol. Donc, ce sont des hormones bioidentiques. Et on peut également prendre de l'estrogène par le vagin. Donc, c'est une petite tablette qu'on insère 2 fois par semaine avec une action uniquement locale. Donc, ça aide la vessie, ça aide le vagin, ça protège contre la sécheresse, les infections urinaires, les problèmes d'urgence, la cystite, la douleur pendant le sexe, etc. Donc, ça, c'est également une troisième intervention qui agit uniquement localement sur le bassin, les muscles du bassin et les organes du bassin. Alors, je vois qu'il y a une question suite à cela. Quelle est alors l'influence d'un stérilet à la progestérone? Ouais, alors ça, le stérilet agit, bien sûr, c'est un contraceptif, donc contre la grossesse. Ça aide, ça protège les muqueuses de l'utérus, mais moi je pense que c'est pas suffisamment d'avoir un stérilet parce qu'il faut également avoir des effets systémiques, donc dans tout le corps de la progestérone. Et ça, on obtient seulement si on prend la progestérone par voie orale, parce que là, il y a les effets sur le sommeil et l'anxiété. Donc, ce que j'explique, c'est que le stérilet qui est dans l'utérus n'a que des effets locaux, donc sur l'utérus même, mais ça ne se répand pas dans le reste du corps. Donc, en général, je pense que c'est bon d'avoir les deux, la combinaison systématique dans tout le système de l'estrogène et de la progestérone. Et la question sur le cancer du sein, alors non, si on exclut, d'abord il y a beaucoup moins de risques avec ces nouveaux produits qui sont plus modernes que ceux qu'on utilisait il y a 20 ans. Et deuxièmement, comme je vous ai dit, les effets bénéfiques sont beaucoup plus importants que les effets nocifs. Donc moi je pense que si on n'a pas de facteur de risque, on ne parcourt aucun risque élevé de cancer du sein. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, un mot pour la fin, toutes les deux, Sarah et Dora? Je laisse la parole à Sarah. Oh là là, ça c'est la grosse pression, ça. La seule chose que je pourrais dire, c'est que si jamais il y a des personnes, femmes, qui nous regardent et qui n'ont pas de diagnostic, qui se suspectent justement d'avoir un TDAH et qui ne se sentent pas légitimes à faire une demande de diagnostic parce qu'elles estiment que bon, elles ont géré toute leur vie et qu'elles peuvent, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas y aller, il faut pas hésiter à y aller, pardon. Et il faut garder en tête, sans vouloir faire peur, que le risque de dépression, voire de comportement suicidaire étant un petit peu plus élevé chez les personnes avec un TDAH, étant donné qu'il est un petit peu plus élevé, c'est plus qu'important de prendre soin de soi. Il ne faut pas avoir peur d'y aller et de vous sentir légitime. Donc faites-le parce qu'aujourd'hui, et enfin, parce que pour ma part, je me dis enfin, ça fait du bien. Il y a une reconnaissance au niveau du trouble et il ne faut plus avoir peur et ne pas hésiter à aller consulter un professionnel. Voilà. Mesdames, vous êtes légitimes, donc allez-y. Voilà ce que je voulais dire. Oui, et moi je veux dire que nous luttons tous les jours contre le stigmatisme et contre cette perception du TDAH comme un trouble inventé, un trouble à la mode. Et n'hésitez pas de faire un bilan et de poursuivre des prises en charge parce que quand le TDAH est bien pris en charge avec également les comorbidités, on peut avoir un niveau de vie vraiment extraordinaire Oui. et je veux vous encourager à le faire. Dernière petite chose, j'insiste beaucoup là-dessus.
pour les personnes qui auraient peur, c'est faites confiance aux médecins. N'écoutez pas les gens qui ne sont pas spécialisés, qui vont vous dire effectivement que c'est un phénomène de mode, etc. Faites confiance aux médecins et c'est eux qu'il faut écouter et pas les gens qui n'y connaissent rien, qui vont vous dire que c'est dans votre tête, c'est un effet de mode. Voilà. Ça me semblait important de le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. On vous enverra toutes les références qui ont été citées pendant le webinaire. Donc, vous le retrouverez par mail et dans la description de la vidéo qui sera publiée. Merci beaucoup à tout le monde. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci. À Au bientôt. revoir.